Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Antoine Choplin. Bonsoir. On est ravis de vous avoir ce soir à Bruxelles. 3 questions pour commencer. Si vous étiez, Antoine, un sentiment, vous seriez lequel? Je pense à l'humilité. Ah oui. Non pas que je m'éprouve comme quelqu'un de particulièrement humble, mais j'ai l'impression d'être ramené à ce sentiment dans le travail d'écriture en permanence. Ouais. Voilà, l'humilité, oui. Ça ne m'étonne pas, ça se sent en lisant votre livre. Si vous étiez une musique, Antoine Choplin? Musique de jazz, sans doute. Ouais. J'ai tout de suite, là, je vous répondrai différemment dans une heure, sans doute, mais maintenant, c'est So What qui me vient de Miles Davis. Ah oui, évidemment. La première pièce de ce disque incroyable qui s'appelle Kind of Blue. Qui est le disque des disques pour les amateurs de jazz. Je crois. Allez, dernière question. Si vous étiez une peinture, je sais que vous aimez la peinture. Oui. Un chef-d'œuvre même. Alors j'ai pensé un instant à Guernica, et puis pour aller chercher quelque chose d'un petit peu moins couru, peut-être je pensais à Chirico et cette peinture qu'on a dite métaphysique, et notamment un tableau qui s'appelle, je crois, si je ne me trompe pas, La Tour Rouge. La Tour Rouge. Qui est une espèce d'espace comme ça, très ensoleillé, avec des ombres très nettes, comme ça. Des ombres qui s'allongent sur le sol. Il y a beaucoup d'énigmes. Ouais. Voilà, c'est ça, on est sans doute en Italie. Allez, beaucoup d'énigmes. Chirico, on ira voir sur la toile à quoi ça ressemble. On va d'abord parler de votre roman. Ça s'appelle La barque de Maceo et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Je corrige tout de suite, c'est la barque de Massao, évidemment. Allez, une citation pour commencer, si vous le voulez bien. C'est elle qui approche. Lui demeure immobile, les bras le long des flancs. Elle approche encore. Son sourire est une lueur lointaine. Comme c'est beau, je trouve, rien que cette phrase. Une lueur lointaine, tout est là, je trouve. En fait, dans ces 3 mots, la blessure, les regrets, la distance, même le phare, on va en parler. Vous pourriez presque vous arrêter d'écrire après ça. Et j'en ai parfois la tentation, figurez-vous. Ah, mais ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire que alors on va sans doute y revenir, mais dans des intensités comme ça, on est dans des retrouvailles de personnes, un père et une fille qui ne se sont pas vus depuis presque 15 ans. Ouais. Forcément, les choses se bredouillent. Le blanc, le silence, le creux, le non-dit doit pouvoir prendre toute sa place. Et donc la tentation pour l'écrivain, paradoxalement, c'est parfois de dire « je m'arrête là, tout est dit, et si j'en dis plus, je vais effondrer quelque chose de cette belle complexité ». C'est vrai. On pourrait dire que vous n'écrivez pas dans le silence, enfin vous n'écrivez pas le silence, vous écrivez au bord du silence. J'ai l'impression qu'on est toujours au bord de quelque chose, comme au bord de la mer d'ailleurs, avec vous. Vous me faites penser à un ami artisan potier qui me fascinait quand j'étais enfant, qui était plus âgé que moi. Et je le regardais faire comme ça, ce pot, et j'admirais beaucoup le pot. Et lui, une fois, m'a dit « Mais l'important, ce n'est pas ce que tu es en train de voir, ce que tu es en train de voir, c'est le vide à l'intérieur. » Donc, travailler la question de la lisière du vide, et donc, pour reprendre cette idée de lisière du silence, oui. On est un petit peu là, avec vous, on en est là. Alors, c'est l'histoire de Massao, il vit dans un petit appartement très modeste, puisque c'est un ouvrier à Tamano. Alors, on est face à la mer intérieure de Sato, c'est ça? De Seto, oui, c'est Seto, la mer intérieure du Japon, dans la partie centrale ou sud-centrale. Oui, un peu à l'est de Hiroshima, je crois, sur la côte. Oui, c'est ça. Chaque jour, il prend le ferry, oui. ce monsieur, pour aller travailler dans une usine sur l'île qui est juste en face, Naoshima. Voilà, c'est son boulot, c'est son quotidien, on le voit, c'est ce que vous décrivez au début. Puis un jour, il croise, ça arrive très vite dans le roman, sa fille, Harumi, qui réapparaît après plus de 10 ans. C'est une approche que vous décrivez à pas feutrer. On est encore proche du silence, justement. Il n'y a pas de brusquerie, c'est en douceur. Je me demandais justement comment on écrit les émotions intimes, voilà, quels mots vous trouvez pour les décrire? Je parlais d'humilité pour commencer à votre invitation. Je retrouve là. C'est-à-dire forcément, on est la personne qui entreprend, l'auteur, qui entreprend de dire, d'énoncer quelque chose de la complexité de ces retrouvailles après toutes ces années, et puis après des trajectoires qui se sont éloignées l'une de l'autre, doit forcément repasser par une forme d'humilité. C'est-à-dire qu'on est dans des dialogues qui sont forcément de l'ordre du balbutiement,
dans des gestes qui sont hésitants, et l'auteur doit faire écho à ça. Oui, mais derrière lesquels se cachent de grands bouleversements quand même, Bien parce sûr. que c'est un bouleversement pour ce monsieur. Ah, tout à fait. Mais le bouleversement ne donne pas forcément lieu à des explosions phénoménologiquement recevables ou visibles, etc. Ouais. Donc ces choses se passent aussi à l'intérieur. Vous m'avez fait penser à un film. On va voir tout de suite l'affiche. Je vais vous demander ce que vous en pensez. Peut-être vous l'avez vu. Ce film, c'est A Perfect Day de Wim Wenders. Voilà, on voit l'affiche là pour l'instant. Oui. Je trouve qu'il y a des correspondances. Bon, ça se passe dans une grande ville, à Tokyo. Je crois que c'est un peu différent, mais il y a des correspondances. On va regarder la bande-annonce et puis on en parle juste après. Just a perfect day. Drink sangria in the park. 平山さんって And 結 then 婚してないですよね寂しくないですか dark we go home. おじさん、大きくなったね。ママとおじさんって全然似てないね。この世界は Just 本当はたくさんの世界がある。つながっているように見えてもつながっていない世界がある。兄さん、本当にトイレ掃除 I was Steno. someone else, someone good. Voilà, ça c'est un extrait de Perfect Day. Je vous conseille vraiment ce film. Vous l'avez vu. Oui, j'ai vu. Oui. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs. Vous décrivez vous aussi quelque part le milieu ouvrier à travers justement des phrases qui racontent un petit peu le quotidien de ce monsieur. Il y a aussi quelque chose de social, un décalage social. À la fois, sa fille est beaucoup plus jeune, elle est architecte. Donc on est aussi dans le bâtiment, mais différemment, plutôt du côté des artistes. Il dit, lui d'ailleurs, elle veut l'emmener au musée. Il dit, je ne crois pas que les musées sont faits pour moi. C'est terrible cette phrase, je trouve. Oui, c'est terrible, et c'est parfois une réalité ressentie ou éprouvée par les gens qui sont d'une condition simple, qui n'ont pas forcément suivi les grands chemins d'éducation, comme ça, culturelle, intellectuelle. Et pourtant, et c'est ce qui me plaît beaucoup aussi dans Perfect Days, c'est qu'on sent, dans Perfect Days, le personnage principal aime les livres, il se consacre à la lecture chaque soir, de la même façon que Masao va aussi appréhender la poésie. Complètement, Par exemple, la poésie de Hölderlin, qui est un poète du 19e siècle, on se demande ce qu'il fait là. Sauf que cet homme, mais décidément on revient à l'humilité, c'était pas prévu, mais signait ses poèmes, surtout ceux de la fin de sa vie qu'il a écrit enfermé dans une tour. Il terminait en écrivant avec humilité. Et ça, c'est quelque chose dont Masao prend la mesure en lisant ses textes. Il ne devient pas un exégète de la poésie romantique du 19e, mais cette signature est quelque chose qui l'embarque, si j'ose dire, et qui va le faire goûter de toute façon, c'est un poète lui-même, je trouve, dans sa vie. On va regarder une seconde photo. C'est la photo d'un phare, évidemment, le phare d'Ogishima que vous décrivez. Vous dites d'ailleurs, il y a 3 sortes de phares. Moi, je ne savais pas, je ne sais pas où vous avez trouvé ça, mais c'est sans doute dans votre imagination. Je ne sais pas, le paradis, ceux du paradis, ceux de l'enfer et ceux du purgatoire. Oui, non, c'est pas mon imagination. Je crois que c'est. Alors, je ne sais pas si c'est vrai jusqu'au Japon, mais en tout cas en France, on parle comme ça des phares. Alors, les enfers, c'est ceux qui sont au large. Les paradis sont à terre et les purgatoires sont sur des îles. Voilà. Et en général, il faut commencer par faire ses armes un peu loin des terres pour être confronté à la dureté des éléments. Alors, il y a une dramaturgie, évidemment, dans ce texte. Il n'est pas que contemplatif, il n'est pas d'ailleurs contemplatif. Il y a une histoire, il y a un passé. On ne va pas trop dévoiler. On peut dire que le phare, en tout cas, a son importance. C'est un chapitre très important. Et puis, il y a d'autres choses aussi. Je me demandais comment vous construisez, vous, une image. Comment vous avez construit, par exemple, ce phare, les alentours de ce phare, la mer devant, etc. Alors, d'abord, je m'appuie quand même sur un peu de documentation. Vous n'êtes pas allé sur place ?
Non, je ne suis pas allé sur place, pas pour ce qui concerne le phare d'Ogijima. Ouais. En revanche, je suis allé dans ces deux îles, Naoshima et Teshima, qui servent vraiment de décor ouais. à cette histoire. Je me documente et en même temps, je me méfie de la documentation. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'être repris par quelque chose qui serait de l'ordre d'une réalité trop prégnante. J'ai envie de garder ma liberté d'auteur par rapport à ça. Donc, il faut que ce soit crédible, recevable, Il y a une et distance, en même temps, un peu à distance. Ouais. Voilà. Ça, c'est de la littérature, c'est pas du reportage. Sinon, c'est un autre chose. métier que d'autres font sans doute bien mieux que moi. Tout à fait. Vous faites de la marche, j'ai vu ça. Vous avez fait des grandes marches à travers les Alpes, etc. Oui. Vous faites partie de ces écrivains marcheurs, genre Nicolas Bouvier, etc. Il y en a beaucoup, hein, même Victor Hugo a traversé les Pyrénées. Ça vous aide dans votre travail d'écrivain? Je crois que ça met des choses effectivement à une certaine distance, le fait de se mettre dans cette espèce de voyage de bipède. Ouais. Le bipède, c'est-à-dire d'un mouvement qui est profondément inhérent à notre condition, donc qui nous permet de lâcher prise aussi avec un certain nombre de choses. Walter Benjamin en parlait très bien, lui qui était aussi un grand marcheur, et qui disait, il parlait de la possibilité d'illumination profane pendant la marche. Je n'ai pas trouvé de meilleure formule jusqu'à présent. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne devient pas, comme c'est un peu la mode aujourd'hui, une sorte de facto de poète, de philosophe et tout ça en marchant. Mais en revanche, il y a la possibilité de voir apparaître le paysage, le monde, sa propre condition et son propre travail d'auteur, le cas échéant, d'une certaine façon. On n'a plus beaucoup de temps. Je voudrais qu'on regarde une dernière photo parce que ça n'est pas rien. Ce sont les nymphéas de Monet, évidemment, qui sont, je ne savais pas, il y en a 5 qui sont exposés dans un musée célèbre là-bas au sud de l'île. Hein. Voilà. Et vous en parlez, vous parlez bien de la peinture, je trouve. Ouais. Ces nymphéas, ces 5 nymphéas exposés sur l'île. C'est au musée Chichou. Hein. Oui, c'est ça, au musée Chichou, sont tout à fait extraordinaires de par leur muséographie, c'est-à-dire qu'elles sont exposées dans un musée qui est enterré et en même temps on les découvre à la lumière naturelle. Ouais. Voilà, c'est un mystère à lever si vous avez l'occasion d'aller. Ouais, il faut aller sur place parce qu'il y a d'autres musées aussi sur cette île qui a été nettoyée et votre héros justement participe au nettoyage. Enfin bon, bref, il y a plein de choses dans ce livre qu'on vous conseille. On termine avec le titre La barque de Massao, c'est chez Buchet-Chastel. Merci beaucoup d'être venu parler de ce très beau livre que je vous conseille, Antoine Choplin. Merci beaucoup. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.